Voilà, de retour sur ce plateau compromis avec un deuxième invité, Maître Patrick Tamboué. Il est de la société civile électorale. Ensemble, nous allons vraiment parler des élections en RDC. Élections en RDC, les Nations Unies doutent de capacité, je l'ai dit tantôt, des institutions du pays d'organiser ces scrutins dans le délai. Selon un rapport des Nations Unies, c'est après avoir observé les déroulements des opérations électorales, selon les Nations Unies, les difficultés sont réelles et les dangers de glissement n'est plus virtuel, c'est réel. Donc, au-delà, malgré que le gouvernement et la CENI confirment leur volonté d'organiser les élections dans le délai. Maître Patrick Tamboué, d'abord bonjour. Bonjour Lionel. Alors, merci d'être là quand même. Je vous remercie aussi d'avoir offert votre espace pour que nous nous exprimions sur la question. Alors, Maître Patrick, j'ai mon introduction. Les Nations Unies doutent des institutions de la RDC d'organiser les élections dans le délai. Nous avions pris part à cette mission d'évaluation des besoins avec le programme des Nations Unies pour le développement en tant qu'acteur de la société civile œuvrant dans la thématique électorale. Nous avions fait part de nos craintes et aussi de notre point de vue en rapport avec cela. Ces craintes sont fondées et il revient donc aux différentes parties prenantes, même principalement le gouvernement ainsi que l'organe de gestion des élections qu'est la CENI, d'apporter plus d'assurance par rapport à ces différentes craintes. Mais Denis Kadima, à le suivre dans le média, optimiste, les élections se tiendront dans le délai, mais il ne cesse de lancer des mises en garde et des alertes sur le risque d'un glissement. Cela, vous ne craignez rien? Écoutez, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore un calendrier à proprement parler qui donne les détails sur les différentes étapes du processus électoral, qui puisse permettre à tout le monde, c'est-à-dire vous, moi, toute personne intéressée par cette question, de suivre au pas par pas, enfin pas à pas, s'il vous plaît, le cheminement de ce processus. Il est vrai qu'il y avait une part de responsabilité qui revenait à l'Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne les réformes. Ici, on a obtenu déjà la réforme de la loi organique qui a permis à ce bureau d'être désigné. Après, on a eu la réforme de la loi électorale, mais il y a encore certains reliquats. Il y a la loi sur la répartition des sièges, il y a la loi sur la cartographie électorale, toute une panoplie, mais il faudra peut-être pour ça attendre la session de septembre qui va commencer, voir la célérité avec laquelle elle va se pencher sur les questions de réforme qui restent à prendre, mais aussi tous les conflits qu'il y a, notamment nous avons lancé des alertes sur ce qui se passe à Inongo, à Kwamut et autres. C'est déjà des tensions préélectorales parce que il y a les découpages, il y a les circonscriptions électorales et tout qui sont mal divisées. Qui ne sera pas dans la course, une circonscription, une partie du pays, une province ou un territoire? Oui. D'abord, il y a le problème de sièges que l'on attribue à des circonscriptions. Il y a des circonscriptions où les communautés qui y vivent, il y en a 2 ou 3 qui ont une forte représentativité, mais lorsque dans la répartition de sièges, on n'accorde qu'un seul siège, c'est sujet à conflit. Alors, je ne sais pas si la CENI a suffisamment le temps pour prendre en considération toutes ces questions. Bon, je crois qu'il avait renvoyé des équipes sur terrain pour la fiabilisation ou en tout cas une évaluation des besoins liés au fichier électoral pour voir dans quelle mesure. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, avec tout ce qu'il y a comme réalité sécuritaire, oui. Même si la CENI devait commencer demain l'opération d'enrôlement, l'identification des électeurs, il y a des endroits où cette opération ne pourra pas se faire parce qu'inaccessible par les agents de la CENI, par nos forces d'armée et de sécurité. Donc, c'est autant de contraintes qui... Alors, ces élections ne seront pas inclusives. Il y a aussi risque de fraude. On vous dit déjà que ces élections ne seront pas inclusives. Oui. C'est dans l'hypothèse où elles se tiennent dans le délai.
Bon, pour parler d'inclusivité, il faudrait d'abord qu'elle se tienne, ou en tout cas que les mesures qui puissent permettre l'inclusivité, ou d'apprécier si inclusivité ou pas il y a eu, soient réunies. Alors là, est-ce qu'elles se tiendront? C'est déjà de plus en plus de craintes que suscite le contexte. Donc l'élément du glissement est en train de danter ces scrutins. Oui, quand même, il faut qu'on se le dise. Dans le rapport que Malgré vous avez malgré évoqué... les déclarations de la CENI qui est ferme. Écoutez, même qui moi, est trop rassurante. que ce dans soit cette moi, déclaration. si vous étiez à la tête de la CENI, c'est votre job, vous ne pourriez que rassurer. Ce n'est pas non plus de mauvaise foi, je suppose. C'est-à-dire, j'imagine qu'ils font de leur mieux pour tenir les délais. Mais je crois que de plus en plus, ils font face à l'évidence que ça va être difficile. Mais comment justifier cette posture? Parce que le 3 février dernier, lors de sa toute première sortie, il avait évoqué les obstacles sécuritaires, financement et tant d'autres. À vous entendre, ces obstacles ne semblent pas être résolus jusqu'à présent. Écoutez, Mais elle rassure pourtant la tenue des élections. Comment justifier cette posture? C'est par la pression de l'opposition et de la communauté internationale? Une personne de la posture justement de Denis Kadima, c'est une personne avec qui on a eu à collaborer dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet assez important. Et nous avons partagé ensemble certaines recommandations à l'endroit de la CENI qu'il dirige aujourd'hui et des gouvernants. L'une des critiques, vous vous rappellerez, lors du contentieux électoral de la présidentielle, le candidat Théodore Ngoï avait fait remarquer que le président de la République est élu au suffrage universel direct, ce qui suppose que tous les Congolais doivent avoir été placés dans la possibilité de participer au vote. Mais lors des élections de 2018, il y a eu certaines contrées, je pense Beni, Butembo et Yumbi, qui n'ont pas participé au vote. Et c'était cela son argumentaire devant le juge de la Cour constitutionnelle pour demander annulation de cette élection-là et tout ça. Bon, écoutez, la justice s'est prononcée en donnant des arguments qui peuvent tenir la route, mais il ne faudrait pas donner l'occasion au peuple congolais, à la communauté internationale encore demain, de ne plus croire du tout à un processus électoral ou à notre justice électorale. Donc il faut réunir les conditions qui garantissent l'inclusivité, c'est-à-dire la participation de tous ceux qui jouissent de ce droit au vote, mais aussi la transparence et tout ça. Aujourd'hui, qu'en est-il de la fiabilisation du fichier? Qu'est-ce qui garantit que dans certains coins où il y a l'insécurité, ce qu'on va nous produire comme rapport ou données issues de l'opération d'identification des électeurs et enrôlement seront des données fiables? Donc il y a autant de questions qui nécessitent que la CENI, au-delà de communiquer dans un seul sens, c'est-à-dire c'est elle qui parle, mais de permettre à ce que les différentes parties prenantes, que sont la société civile, que sont l'opposition et autres, aient des temps d'échange profonds et conséquents qui puissent permettre aux uns et aux autres de regarder la réalité en face et de lever les meilleures options. Échanger autour de quoi? Échanger pourquoi? Échanger sous quel format? Et dialoguer. Je sais que quand vous parlez, c'est pas ça. En fait, moi je suppose que la CENI, la loi prévoit qu'il y ait des cadres de concertation, CENI et différents groupes. CENI acteurs politiques, CENI société civile. Oui. Mais c'est ce qui s'est fait, je crois, la fois passée, CENI et les acteurs politiques. Ça se fait sous un format qui n'est pas partagé par tout le monde, par toutes les parties prenantes. C'est-à-dire? Bon, tel que ça fonctionne, apparemment c'est la CENI qui invite X et Y, communique ce qu'il a à communiquer. Or, il devrait être dressé un état d'avancement de ce qui est dit.
On doit constater la prise en compte des remarques et des observations de ceux qui prennent part au cadre de concertation et de voir dans quelle mesure apprécier si cela a été pris en compte ou pas dans les prochaines. Il faut qu'il y ait quand même un calendrier de rencontres régulier et permanent. Et pour communiquer sur l'évolution du processus électoral. Justement, ici, c'est plus l'OGE, enfin l'organe de gestion des élections, dans la CENI, qui, lorsqu'elle a quelque chose à dire, dit ou reçoit un individu ou quelques groupes d'individus et ils produisent que voilà, on a rencontré X, on a parlé autour du processus, on a donné des assurances sur ça et ça. C'est pas ça un cadre de concertation. On doit se dire les choses clairement, techniquement et savoir quelles sont les options à lever et apprécier par la suite la prise en compte ou pas de ce que nous nous sommes dit. C'est ça, au fait, un cadre de concertation. En parlant des élections transparentes, crédibles, avec le pouvoir en place qui contrôle les institutions, CENI, Cour constitutionnelle, est-ce possible d'avoir des élections transparentes? Je sens que vous avez vraiment lu le fameux rapport du PNUD. Ben, écoutez, je ne sais pas si je dispose des éléments probants pour affirmer que le pouvoir en place contrôle... Déjà, Kadima, sa nomination, vous le savez, contestée par une frange de confession religieuse. Jusqu'aujourd'hui, il y a d'autres qui ne l'admettent même pas. Vous en connaissez quelque chose, déjà? Oui. Bon, écoutez, je crois que si on ouvre cette parenthèse-là, il y aura vraiment à boire et à manger. Mais je crois aussi qu'une personne de la trempe de Denis Kadima, qui est une personne qui a quand même évolué à l'international dans des institutions respectueuses et respectables, peut se démarquer, peut prouver à la population congolaise, à la communauté internationale, qu'il n'est pas sous le diktat de ce pouvoir. Et la manière de le prouver, c'est de dire les choses telles qu'elles doivent être dites. C'est de donner la réalité de la situation pour que chaque partie prenante se sente à l'aise, en confiance. Parce que la confiance est décousue. Il faut la reconstituer, cette confiance au processus électoral. Et aujourd'hui, en cas du non-respect de délai, à qui reviendrait la responsabilité? Là, vous voulez parler de délai constitutionnel. Oui. Denis Kadima, gouvernement central? Ça pourrait être partagé dans la mesure où le gouvernement a sa part de responsabilité, c'est celle d'assurer l'ordre public. Par ordre public, on entend la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire que les personnes soient libres ou capables de vaquer librement à leurs occupations, de circuler avec leurs biens tranquillement. Est-ce que cela est le cas aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez prendre votre avion? Déjà, il faudrait qu'il y ait du carburant pour que vous montiez dans votre avion, arriver à Goma ou en Ituri et vous sentir en sécurité d'aller voter si vous êtes un citoyen iturien. Je ne sais pas. Ça, c'est une responsabilité du gouvernement de la République. Autre chose, on parle du financement des élections, des opérations. À ce jour, par rapport aux opérations qui devraient être réalisées, quel est le taux de financement déjà décaissé? Et alors, c'est là où on doit savoir, est-ce que la CENI a reçu ce qu'elle devait recevoir, mais c'est elle qui n'a pas réalisé ce qu'elle était censée réaliser dans les délais qui lui étaient impartis? C'est pour ça que je dis qu'il y a une part de responsabilité du gouvernement, il y aura aussi une grande part de responsabilité de la CENI. Alors, vous avez été dans tant d'observations. Comment se présente la situation aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a toutes ces En termes des préparatifs sur les élections, des opérations menées sur terrain. Justement, c'est ce que je suis en train de dire, qu'il y a eu une évaluation du matériel de la CENI pour savoir. Il y a des appels d'offres qui se sont faits pour commander du matériel. Mais certes, il y a des efforts de communication, mais comme je le dis, nous ne sommes pas au fait
de la réalité, parce que la CENI ne nous permet pas, à travers le cadre de concertation, d'échanger réellement, techniquement, sur toutes ces questions. Et les échos que nous avons de nos observateurs sur terrain, il y a des faits de corruption qui sont rapportés dans le recrutement des agents et tout ça. Donc s'il y a ce laisser-aller à ce niveau-là, l'exécution de la tâche peut en pâtir. Que dites-vous de la mutualisation de différentes tâches entre l'ONIP et la CENI pour doter le Congolais des cartes d'identité et puis enrôler en même temps? Déjà, à l'opposition, on crie à une facilité de la fraude, une facilité de la corruption, surtout de la fraude électorale. Bon, écoutez, si on pouvait croire en la bonne foi de la CENI, du gouvernement qui a décidé de cette mutualisation, la mutualisation est une bonne chose, dans le sens qu'il fait gagner en temps et en coût. Donc voilà, l'argent que dépense le gouvernement, c'est l'argent des contribuables congolais. Donc personne n'aimerait que l'on utilise son argent beaucoup plus qu'il ne faudrait et pour une opération comme celle-là. Donc si on peut croire en la bonne foi du gouvernement et de la CENI, la mutualisation est une bonne chose. Maintenant, l'opposition ou tous ceux qui critiquent sont en droit de douter de cette bonne foi et de croire que ça donne libre cours à des possibilités de fraude et de tout ça. Mais du peu que j'ai pu lire à travers les différents actes qui consacrent cette mutualisation, je crois que on a donné des champs je vais dire de prérogatives particulières à chacune des institutions, de manière à ce qu'elles ne se marchent pas dessus. Et si les choses fonctionnent convenablement, c'est difficile de tricher, je vais dire. Mais aussi, si les choses fonctionnent convenablement, il est difficile de tricher. Oui. Cela veut dire qu'il y a un sentiment tout dépendra du degré d'ouverture oui. à la transparence, à la communication, parce qu'il faudra que ce soit un processus réellement transparent, que les observateurs puissent voir de fond en comble comment ces opérations se déroulent. Moi, je ne maquillerai pas les choses. Alors, je vais terminer par cette question, c'est même la thématique. Est-ce que Denis Kadima, au regard de toutes les données, comment est-ce que la situation se présente? Est-ce que Denis Kadima pourra-t-il réellement remplir sa mission? Bon, ça fait quand même 3-4 fois que vous revenez sur son nom. Mais bon, je tous préfère, les yeux sont braqués sur la CENI, sur les oui, élections, je préfère sur parler de sur les l'institution. bureaux. Est-ce que la CENI, oui, c'est ça, je préfère parler de pourra-t-elle l'institution parce que organiser Denis Kadima seul ne peut rien faire. Donc c'est pour ça qu'il a des membres du bureau, il a une plénière et il a un secrétaire exécutif national qui est aussi quelqu'un de très compétent. Donc votre question c'est de savoir est-ce qu'il va... Est-ce que l'actuel bureau, l'actuelle équipe est en mesure de remplir la mission lui assignée? Écoutez, enfin, je suis un peu en difficulté parce que la manière dont vous posez la question, c'est comme entre juger de leurs compétences ou de la taille du travail à accomplir dans le délai qui est imparti. Parce que là, nous les juristes, on aime dire toute personne placée dans les mêmes circonstances de temps et de fait pourrait ou ne pas. Donc moi j'estime que ça pourrait être Denis ou quelqu'un d'autre. Les réalités ne changeraient pas. Les réalités sont là. C'est que le pays a plusieurs contrées qui sont en guerre, en insécurité. Et voilà. Heureusement qu'il n'y a pas Covid encore. Voilà. Alors merci beaucoup, maître Patrick Tamboué. Oui, ça aura été ma dernière question. Alors, un mot par rapport à la population sur cette question des élections. Écoutez, l'élection, ce n'est pas un cadeau.
que la CENI ou le gouvernement donne au peuple congolais, c'est un droit. Et un droit se réclame. Et les gouvernants sérieux doivent communiquer avec leur population pour leur parler, pour leur expliquer les réalités. Alors il faudra apprécier le bon moment pour communiquer avec cette population de manière à éviter qu'il y ait des dérapages qui ne sont pas souhaitables. Parce que nous sommes quand même dans une période où des causes de révolte vont s'amplifier. Voilà. On a la rentrée scolaire, et juste après la rentrée scolaire, ce sera les préparatifs des fêtes, et tout ça. Donc il est grand temps de communiquer. Voilà. Merci beaucoup, Maître Patrick Tamboué. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à notre invitation. Bien que le temps fait défaut, mais on va se rattraper, je crois, prochainement. On va parler du programme des développements du 145 territoires. Exactement. Donc, merci beaucoup d'être passé dans cette émission face à l'actualité pour apporter de l'éclairage sur cette question des élections. Merci beaucoup, Lionel. Voilà, c'est par ici que s'achève cette émission face à l'actualité. Face à l'actualité, nous étions avec deux invités. Nous avons brossé l'actualité de manière générale, surtout des élections. Une question très pertinente qui préoccupe aussi la population dans ce monde. Est-ce que le délai sera-t-il respecté ou pas? On est en train de réfléchir. La société civile réfléchit. La CENI est en train de faire son travail et le gouvernement qui est censé apporter de l'aide en finançant les différentes opérations électorales. Voilà, c'en est fini pour cette émission. Merci à l'équipe technique, toute l'équipe technique coordonnée par Anyuma Bango ayant concouru pour sa réalisation. Merci aussi à vous tous qui étaient devant vos postes téléviseurs ou sur Internet nous suivre.